Merci d'être présent donc ce soir pour cette nouvelle séance des mardis de Jurdi, séminaire en ligne que notre association a lancé en février dernier et qui permet donc, vous le savez maintenant, le premier mardi de chaque mois de dialoguer avec des chercheurs, juristes, praticiens autour d'un sujet touchant au droit international et à la Palestine. Le sujet que nous allons aborder ce soir est au cœur de la question coloniale palestinienne et au croisement de plusieurs disciplines du droit international humanitaire, droit international des droits de l'homme et droit international pénal, évidemment. Les pratiques de torture et de mauvais traitements qui sont infligés aux prisonniers palestiniens par Israël sont documentées de longue date, par les Palestiniens eux-mêmes d'abord, mais aussi par des organes onusiens, par des ONG, et on va y revenir ce soir avec la présence d'un représentant d'Amnesty International, et par de nombreux chercheurs. Ces pratiques, elles constituent des violations caractérisées du droit international à plusieurs titres. D'abord, au regard de la Convention contre la torture de 1984, Israël est tenu par une interdiction absolue et non dérogeable de la torture et des traitements inhumains ou dégradants, interdiction qui s'applique en toutes circonstances, y compris en situation de guerre. Au regard des conventions de Genève, et en particulier de la quatrième convention, les Palestiniens détenus dans le cadre de l'occupation sont des personnes protégées. Leur traitement est strictement encadré par le DIH. Et enfin, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, dont Israël est également partie, garantit quant à lui le droit à un procès équitable, la présomption d'innocence et l'interdiction de la détention arbitraire. Or, les chiffres sont éloquents. Selon l'ONG palestinienne Adamir, il y a actuellement 9 400 prisonniers politiques palestiniens, dont 360 enfants et 87 femmes. Parmi eux, plus de 3 300 sont maintenus en détention administrative, c'est-à-dire qu'ils sont détenus sans inculpation, sans procès, et la détention est renouvelable indéfiniment, souvent sans accès à un avocat ni droit de visite familiale. Ce mécanisme, qui est hérité du droit d'exception qui a été imposé par la puissance britannique mandataire, a été condamné à de nombreuses reprises par les organes des Nations Unies comme incompatible avec les garanties fondamentales du droit international. À ces chiffres s'ajoutent les milliers de Palestiniens de Gaza qui ont été arrêtés et kidnappés depuis le 7 octobre 2023, pour lesquels les témoignages de torture et de mauvais traitements se multiplient, corroborés aujourd'hui par des enquêtes onusiennes et des enquêtes d'autres organisations. Pour certains de ces détenus, les familles ignorent jusqu'au lieu de détention, ce qui constitue une pratique assimilable à la disparition forcée, constitutive de crimes contre l'humanité, au sens du statut de Rome de la Cour pénale internationale. Et l'adoption récente par le Parlement israélien d'une loi autorisant la peine de mort à l'encontre de prisonniers palestiniens s'inscrit dans cette logique coloniale d'ensemble, sur lequel on va revenir ce soir. Il ne s'agit pas d'une rupture, mais d'une nouvelle étape dans la formalisation légale d'un système d'apartheid, comme l'avait souligné la Cour internationale de justice dans son avis du 19 juillet 2024. Ce soir, nous examinerons ces questions à la fois sous les angles juridiques et sociologiques, en nous intéressant tant aux dynamiques de résistance et de mobilisation que ces espaces d'enfermement ont généré du côté palestinien, qu'au cadre applicable d'un point de vue du droit international, en prenant l'exemple de la peine de mort. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Flora Gonzès Youssef, qui est docteur en sociologie à l'université Paris 8, auteur de la thèse Les Palestiniennes dans le mouvement anti-prison coloniale, logique, espace et stratégie contestataire. Ses recherches portent sur les mobilisations, les résistances et les questions de genre en contexte colonial. Et le second invité pour ce séminaire aujourd'hui, c'est Émeric Eloin, qui est responsable armes et peine de mort à Amnesty International France. Amnesty a énormément travaillé sur le sujet de la peine de mort et plus largement sur les violences systémiques contre les Palestiniens. Avant de laisser la parole à Flora, quelques informations pratiques. L'ensemble des micros sont coupés pour des raisons d'organisation. Et pour poser vos questions, vous pouvez dès à présent les écrire dans le chat et je me chargerai de les retransmettre aux intervenants à l'issue de leurs interventions. Je vous remercie et je laisse donc la parole à Flora. Merci. Merci Nsaf, merci tout le monde et merci de me donner la parole de ce soir. Tout le monde m'entend, c'est bon? Ok, c'est parti. Du coup, donc c'est vrai que moi je vais prendre un angle un petit peu, comme un peu un pas de recul en fait pour essayer de développer un peu une analyse devant vous pour comprendre en fait qu'est-ce que les prisons et l'enfermement
quel est son rôle dans la politique coloniale et comment est-ce que cet enfermement va se systématiser pour répondre à une organisation palestinienne, à une organisation collective, enfin une organisation politique palestinienne. Parce que les prisons, qui sont parfois en fait un dispositif répressif dont l'analyse est un petit peu marginalisée, parfois parce qu'il y a aussi des choses qui sont d'une violence plus visible. Donc les prisons, elles déploient souvent une violence qui est moins visible, mais qui constitue un mécanisme central de l'infrastructure du pouvoir colonial et donc qui nous permet de le comprendre notamment en dehors de ces phases très visibles et particulièrement enfin, violentes, on en est les témoins depuis ces 3 dernières années avec le génocide à Gaza. Et puis, c'est aussi donc un mécanisme enfin, un mécanisme répressif qui est important à analyser en profondeur parce que c'est quelque chose qui touche massivement la population, enfin les Palestiniens et les Palestiniennes. Le, les chiffres qu'on a, c'est environ 20% de la population palestinienne qui est passée par les prisons depuis 1967, un taux qui s'élève à 40% pour la population masculine. Par conséquent, on a près de 70% des familles palestiniennes qui ont directement été impactées par les violences carcérales. Comme nous le rappelait notre collègue, en fait, ça concerne aussi les familles qui n'ont pas de nouvelles de leurs proches, etc., etc. Donc, elles sont aussi impactées par cette violence. Je donne des chiffres à partir de la date de 1967 parce que, disons que la connaissance aujourd'hui, elle nous permet de dire qu'à partir de cette période-là, on a une systématisation de l'enfermement comme rouage des politiques coloniales. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'enfermement avant. On a notamment des traces parce que du coup, c'est une infrastructure qui va prolonger celle qui avait été mise en place par le pouvoir colonial britannique. On en a notamment les traces avec des mobilisations, des grèves de la faim par des militants palestiniens menés notamment pendant la période des grandes mobilisations pendant la grande grève dite de 36-39. Mais on a aussi des témoignages, des documentations de camps de détention qui ont été mis en place dès 1948 en articulation avec les massacres qui ont été commis par la Nakba, qui est en fait une situation qui ressemble assez à ce qui se passe en ce moment à Gaza, où on a camps de détention et massacres de masse. Mais on a une systématisation de l'enfermement à la fin des années 60 pour deux raisons. Et en fait, ces deux dimensions, elles vont un peu structurer toute ma présentation parce qu'elles sont toujours, c'est une analyse donc à double dimension qui est toujours importante de garder en tête. D'abord parce que le carcéral va venir prolonger et pérenniser l'arsenal militaire, les stratégies militaires. Donc à partir de 67, le pouvoir colonial israélien finit de conquérir l'ensemble de la Palestine historique. Donc on a besoin d'un système qui va pérenniser cette occupation militaire la pérenniser et en même temps la légitimer. Le carcéral, parce qu'il criminalise l'action palestinienne, il permet de légitimer le fait qu'il y a une armée qui continue à être là, des soldats, etc. Grâce au langage juridique qui va venir justement dépolitiser les rapports de pouvoir. Mais c'est aussi une période particulière de réorganisation palestinienne. Fin des années 60, on est 20 ans après les massacres de la Nakba. Donc on a toute une génération qui a grandi, qui est héritier de ce qu'elle a vu et vécu à ce moment-là, mais qui a grandi, qui s'est réorganisée. 1964, on a la mise en place de l'Organisation de libération de la Palestine. 1965, on a aussi la mise en place du parti de masse, du Fatah. Donc, on est dans une période d'intense organisation politique palestinienne et auquel le régime colonial doit s'adapter. Et donc, c'est moins on a besoin en articulation pardon, avec le pouvoir, enfin la violence militaire, on va utiliser le carcéral avec la mise en place d'une politique d'emprisonnement massif. Donc, moi, je vais m'intéresser d'abord, en fait, à essayer d'entrer un petit peu plus en détail à ces deux dimensions-là, à la fois un contrôle large de la population palestinienne et à la fois un ciblage de l'organisation politique palestinienne. Je vais rentrer un petit peu dans le détail. D'abord, la dimension qui est celle d'un contrôle large de la population.
Donc, le système carcéral est une force destructive qui repose sur une incitation juridico-militaire. Bon, en refusant d'appliquer tous les corpus juridiques dont tu nous as parlé, c'est vous qui êtes plus spécialiste que moi, mais en résumé, donc l'État colonial avec ce système de carcéral s'affranchit des règles internationales pour déployer un arbitraire total. C'est-à-dire que ce qui est appliqué dans les prisons et dans les... Alors, le système carcéral, qu'est-ce que j'entends par système carcéral? C'est prison, centre d'interrogatoire et de torture et tribunaux militaires. Donc, on a des tribunaux militaires avec des juges militaires où c'est pas un droit qui est appliqué, mais les ordres militaires. Des ordres militaires qui régissent les moindres détails de la vie quotidienne palestinienne, quotidienne, mais aussi politique. Circuler, manifester, exprimer son appartenance nationale, étudier, travailler. Au sein de ces tribunaux militaires est déployé ce que l'historienne Stéphanie Latabdallah nomme une justice de façade, avec, bon, on pourrait rentrer dans plein de détails, mais je vais donner deux éléments importants. D'abord, c'est des procès qui ne reposent pas sur une logique de la preuve, où 90% des procès se concluent par une safka, c'est-à-dire un accord de plaidé coupable. Donc les prisonniers n'ont pas accès à leurs accusations, ils n'ont pas accès aux preuves, les avocats non plus, donc c'est une sorte de théâtre en fait juridique, et aussi l'usage massif de la détention administrative, qui est un ordre militaire, l'ordre 1651, qui permet d'enfermer n'importe quel individu pour 6 mois renouvelables indéfiniment. Donc c'est un régime d'incertitude systématique qui vise à briser psychologiquement les individus, épuiser les familles et qui interdit toute planification ou continuité. Donc ça sur l'ensemble de la population. Donc ça crée une situation qui est une configuration typique de la condition coloniale, définie notamment par le sociologue palestinien Sbeh Sbeh, qui est l'emprisonnement du temps et de l'espace décolonisé. Donc ça, c'est la première dimension. Et la deuxième dimension, comme je le disais, c'est le ciblage et la criminalisation de la contestation politique. C'est-à-dire que les prisons, elles fonctionnent, elles ont pour objectif non seulement de contrôler la population dans son ensemble, mais aussi d'empêcher toute organisation palestinienne et toute contestation de l'ordre colonial. Comment? Grâce au moyen de la criminalisation de l'action militante. On transforme l'action militante en crime sans passé, sans histoire. Par exemple, tous les partis politiques palestiniens sont interdits, où il n'est pas question de savoir qu'est-ce que demandent ces partis-là, donc tous les partis politiques, mais c'est pas simplement les partis politiques, c'est les syndicats, c'est les associations, c'est les ONG, c'est les organisations culturelles, et c'est aussi toute l'expression sur les réseaux sociaux. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle par exemple les prisonniers Facebook, c'est-à-dire un grand nombre de Palestiniens et de Palestiniens qui sont emprisonnés simplement pour avoir mis des statuts Facebook. Donc, le carcéral va permettre en fait d'étendre cette liste indéfiniment pour empêcher toute forme d'organisation palestinienne contre les syndicats, les organisations de femmes féministes, pour empêcher une vie nationale, une vie collective, une vie nationale palestinienne. Et cette dimension, bien que je la présente en deuxième, en fait, du point de vue des Palestiniens, c'est celle qui est la plus importante. D'ailleurs, c'est-à-dire que c'est comme ça que les Palestiniens contestent les prisons, et qu'est-ce qui importe le plus au mouvement de contestation des prisons, c'est-à-dire que le régime carcéral enferme le leadership palestinien contestataire. J'y reviendrai un petit peu après sur cette dimension de contestataire. Donc du coup, les Palestiniens vont s'organiser contre cet emprisonnement massif qui se déploie à partir de la fin des années 60 jusqu'à ce que les prisons et la solidarité aux prisonniers va vraiment représenter un espace politique à part entière. Ouais, à part entière. Dans cette organisation de les prisons, elle va s'effectuer à 3 échelles. Et c'est important de les prendre en compte parce que du coup, c'est ce qui va expliquer que ces 3 échelles d'organisation vont montrer pourquoi est-ce que le système carcéral va évoluer, va se transformer et pourquoi est-ce qu'il prend une telle forme. C'est justement parce qu'il va s'adapter à cette contestation qui s'est mise en place. La première échelle, qui est celle que je nomme l'échelle ordinaire, donc mais
je considère quand même comme étant une échelle d'organisation. En fait, je désigne l'ensemble des savoir-faire palestiniens savoir-faire qui sont transmis entre Palestiniens en dehors des espaces militants. En fait, c'est dû au caractère, comme je le disais plus haut, au caractère tellement diffus de l'emprisonnement que finalement chaque famille, entre voisins, à l'école, on apprend comment se comporter par rapport aux violences carcérales. Comment est-ce qu'on se comporte pendant l'arrestation, voire même la mise en place de pratiques des arrestations, la production de l'information, comme le rappelait notre collègue, c'est très important de se rappeler que toutes les informations qu'on a à la prison, ce sont d'abord les prisonniers et leurs familles qui nous les donnent, parce que c'est un terrain impossible d'accès, c'est un terrain arbitraire. Donc, c'est eux qui produisent de l'information, la visite aussi aux prisonniers, mais aussi les cérémonies de libération et tout le travail collectif de réinsertion. Donc, ça, c'est l'échelle ordinaire. On a l'échelle militant. Alors, l'échelle militant, ça va être comment est-ce que on va essayer de maintenir le caractère politique de l'emprisonnement. Comme je disais, la prison, elle sert à criminaliser l'action politique et donc à transformer l'action en crime. Et ben, ça va être toute l'organisation collective pour faire l'effet inverse, de maintenir les prisonniers comme étant des acteurs politiques et non pas seulement des victimes ou des criminels, comme si on se place du côté de l'institution carcérale. Ça va être aussi à travers la solidarité aux prisonniers dans l'emprisonnement, de réunir les Palestiniens de toutes les différentes, donc de Gaza, de Cisjordanie, Palestine 48, mais aussi de l'extérieur, donc de défendre une figure unifiée de l'acteur politique palestinien. C'est aussi toutes les actions de kidnapping de soldats qui vont se mettre en place pour imposer des accords d'échange, qui sont le seul moyen pour les Palestiniens d'obtenir des accords d'échange de libération, donc le premier qui aura lieu en 1968. Et c'est aussi au sein de l'OLP qui va accueillir, qui va mettre en place ce qui s'appelle donc au sein de son réseau institutionnel, ce qu'on appelle le Bureau des familles des martyrs, des blessés et des prisonniers, de la même façon mis en place en 1968, qui va soutenir financièrement et matériellement les prisonniers et leurs familles. Et en fait, toute cette échelle militante-là, elle va essayer de protéger, de préserver ce que vise la répression carcérale, qui est une action contestataire. Qu'est-ce que j'entends par contestataire? En fait, la situation coloniale, le pouvoir colonial, donc la violence coloniale, elle crée pour le colonisé, en gros, deux dynamiques politiques. Soit une dynamique de collaboration, soit une dynamique de contestation. Et en fait, ces dynamiques-là, il faut les imaginer comme des arcs où dedans, il y a tout un tas de manières de faire, de moyens d'action. Et la question, c'est comment elles sont pensées et vécues par les Palestiniens comme étant quelque chose qui conteste ou quelque chose qui collabore avec le pouvoir. C'est aussi une manière de comprendre la politique palestinienne qui refuse aussi cette opposition entre lutte armée, lutte non violente, etc., qui sont des catégories impropres à comprendre ce qui se passe en Palestine. Au contraire, l'arc contestataire, il va avoir tout un tas de moyens, manifestations, rassemblements, etc., mais aussi les actions, les factions, des factions palestiniennes jusqu'à la lutte armée, mais elle n'est pas exclusive à ça. Mais du coup, ça va être donc cette échelle militante qui va essayer de s'organiser pour défendre une action contestataire de l'ordre colonial. Et c'est une analyse palestinienne qui comprend, qui analyse et qui voit très bien que les prisons, elles ne s'attaquent pas de manière aveugle à tous les Palestiniens. Elle le fait dans une certaine échelle, mais elle va aussi cibler ceux qui vont être acteurs les acteurs politiques palestiniens. Et c'est en lien avec la première échelle dont je parlais, échelle ordinaire, c'est-à-dire que on voit que les prisons, elles vont frapper tous les étages de l'organisation collective, donc les leaders politiques, mais pas que. On l'a vu à Gaza, c'est aussi les médecins, les acteurs associatifs, les acteurs de l'aide humanitaire, etc. Tout ce qui soutient une organisation collective qui refuse l'ordre colonial. Donc, même les associations, l'organisation collective, le fait de donner à manger, tout ça, comme on le voit encore à Gaza, ça participe de cet arc contestataire. La troisième échelle, c'est l'échelle associative. Celle-là, elle apparaît un petit peu plus tard et c'est donc plutôt fin des années 80, notamment à la faveur des mobilisations de la première Intifada,
où en fait des avocats vont se réunir et vont à la fois produire, vont prolonger l'action des familles et vont systématiser la production d'informations. Et donc c'est ce qu'on va avoir accès à ce qu'on appelle les violences carcérales et donc la documentation large sur des dizaines, des décennies de violences carcérales. Et puis c'est aussi qui vont prendre pardon, ils vont prendre la suite des familles qui seront interdites de visite pendant cette période-là et donc ils vont rendre visite aux prisonniers. Et donc, ces trois niveaux d'organisation, ils illustrent en fait ce que la société palestinienne a essayé de mettre en place pour contester les prisons. Et donc ça, on est fin des années 60, années 70, années 80, et on rentre dans la décennie 90, où justement là, les prisons, le système carcéral israélien va se réorganiser, se transformer pour s'adapter à cette contestation qui s'était organisée ces dernières décennies. Du coup, là, donc là, on va arriver dans les décennies 90 jusqu'aux accords d'Oslo. Bon, on pourrait rentrer plus dans le détail sur comment ça va mais je vais devoir faire comme s'il y avait un basculement avec ces accords d'Oslo. Donc, les accords d'Oslo, ils interviennent notamment à la fin de la première intifada palestinienne, avec vraiment à une fin, à la fin de décennies de grandes d'une intense organisation politique palestinienne, activisme palestinien, et un moment en fait où la scène politique palestinienne est en perte de vitesse. On a le leadership qui a été expulsé, d'abord en Jordanie, puis au Liban, puis en Tunisie. Et on a aussi les mobilisations de la première intifada qui sont en train de s'essouffler. Et va apparaître donc enfin, les négociations entre un leadership palestinien particulièrement affaibli. Donc ce qu'on observe en fait enfin, pendant cette période-là et après les accords d'Oslo, c'est que d'abord il va y avoir les prisons vont servir à diviser, fracturer le champ militant. Donc cette échelle militante dont je parlais avec notamment la création de l'autorité palestinienne, qui est construite en fait comme une forme politique non souveraine, non souveraine, au pouvoir très limité. Et à travers la création de l'autorité palestinienne, on va fracturer les militants entre bons et mauvais militants. Et les prisons vont servir de facteurs. C'est-à-dire que, par exemple, notamment était prévu dans les accords d'Oslo la libération des prisonniers politiques, en fait, ne pourront être libérés que ceux qui signent un papier pour accepter les accords d'Oslo, qui signifie d'ailleurs l'abandon de la lutte contestataire palestinienne. Donc, donc, la prison va servir de marqueur entre bons et mauvais militants. Et au sein du champ politique palestinien, va créer deux leaderships qui vont s'opposer de plus en plus. Bon, au départ, pas complètement, mais les années vont passer, qui vont s'opposer de plus en plus, pardon, entre un leadership qui va s'enfermer une politique de collaboration dont il peine à obtenir des gains et une stratégie contestataire qu'on va de plus en plus réprimer. Une répression où d'ailleurs même l'autorité palestinienne va participer, puisque petit à petit, dans les années 2000, il va y avoir ce qu'on appelle les co-arrestations et les co-emprisonnements, où en fait un militant est visé à la fois enfin, est enfermé dans les prisons de l'autorité palestinienne et dans les prisons israéliennes. Du coup, alors la deuxième échelle, donc la deuxième échelle associative, qui va être aussi impactée par ces transformations des accords d'Oslo, ça va être, donc, comme je vous expliquais, on a des associations qui vont faire un peu le lien entre l'échelle ordinaire et l'échelle militante, et on va, grâce au financement le contrôle qu'on exerce à travers le financement, on va reprendre le contrôle de ce secteur associatif. Et là encore, la prison va servir de marqueur à ça. C'est-à-dire que si on est passé par la prison, si on était arrêté, on peut ni être employé par une association, ni être bénéficiaire d'une association. Donc, on va diviser de manière, alors quelque chose qui était complètement articulé avant Oslo, va être fracturé et divisé après Oslo, où en gros, c'est soit on est acteur associatif et on accepte le cadre d'Oslo et les contraintes qui sont imposées par les financeurs, soit on est emprisonné et on est emprisonné, pardon.
Et du coup, on va augmenter par cela le coût de l'engagement politique. À l'intérieur et l'extérieur des prisons aussi, c'est avec ces nouveaux financements, c'est comment est-ce qu'on va prendre le contrôle de ce à quoi servaient les financements qui étaient reçus par les Palestiniens. Par exemple, en prison, ça va être toute une transformation des prisons selon une logique de gestion néolibérale qui copie le modèle états-unien au niveau des technologies, réduction du personnel, multiplication plutôt des amendes, pour essayer aussi de construire un système qui profite de l'enfermement, qui profite de l'arrestation. Et la destruction à l'intérieur des prisons de toutes les formes de solidarité entre Palestiniens. Donc, on ne peut plus commander, par exemple, la nourriture collectivement, il faut le faire individuellement, etc., etc., en prenant le modèle de ce qui se faisait dans d'autres systèmes pénitentiaires. Et le but, c'est de détruire l'image militante des prisonniers et le rôle des prisonniers pour en faire simplement des criminels, mais non seulement de les détruire leur image à l'international, mais aussi pour les Palestiniens eux-mêmes, pour les Palestiniens eux-mêmes. Sur le niveau ordinaire, on a notamment, donc on a une réorganisation du système carcéral où c'est le Shin Bet, donc les services de renseignement, qui vont devenir prédominants dans l'organisation des arrestations et qui vont faire le lien d'articulation entre les objectifs militaires, donc entre l'armée et le système carcéral. On a donc par exemple, on va transformer. En fait, le Shin Bet va construire. C'est aussi ce qu'on voit qui s'est beaucoup déployé à Gaza avec des mises en place d'algorithmes où on va plus seulement arrêter les gens pour ce qu'on le soupçonne d'avoir fait, mais sur ce qu'on pense qu'ils peuvent faire. Et donc, ils vont créer à partir de toute la documentation qui a été, les renseignements qui ont été rassemblés en fait dans les précédentes décennies, vont créer des algorithmes qui leur permettent de considérer que telle personne, suivant le lieu où elle habite, son genre, ses liens familiaux, qu'elle est potentiellement, potentiellement, elle peut passer à l'action politique. Donc, du coup, on va l'enfermer pour ce qu'il pourrait faire dans le futur. Donc, on va déployer pour ça, enfin, on va déployer le pouvoir de la détention administrative. Et c'est aussi le recrutement d'informateurs et de collaborateurs par le biais de chantage ou de pression économique pour quand même avoir à l'idée ce que ça représente, c'est que le budget alloué aux collaborateurs représente la moitié du budget global du Shin Bet, donc des services de renseignement, soit près de 1,8 milliard d'euros, qui concerne près de 20 à 25 000 personnes infiltrées. Ce qui fait qu'on a vraiment une... Et donc ça, c'est des Palestiniens qui sont recrutés, et notamment par ceux qui passent par la prison, où on leur dit que s'ils veulent être libérés, il faut qu'ils deviennent collaborateurs. Donc le résultat donc, cette politique est dévastateur pour l'action collective parce qu'elle érode la confiance mutuelle. Quelque chose que j'avais oublié de préciser, c'est que dans ce niveau ordinaire, en fait, ce qui est très important, c'est que de voir que le pouvoir carcéral, il a compris que c'est pas seulement les militants, c'est aussi tout son entourage qu'il faut viser, donc par les violences carcérales qui ne se limitent pas simplement aux prisonniers, mais qui sont, bah, par exemple, les arrestations sont d'une violence extrême contre l'entourage, contre le voisinage, etc., etc. Donc toute cette violence-là qui est déployée collectivement, parce que il faut que, on sait que le prisonnier, en fait, l'acteur politique, il tient pas tout seul, mais il tient par toute cette organisation collective. Et on l'a vu de manière paralysante, en fait, à Gaza, comment chaque personne, à partir du moment où il y avait un petit lien ténu, pouvait aussi faire l'objet d'une arrestation. Euh, Pardon, pour faire l'objet d'une arrestation. Donc, on voit que le système carcéral, finalement, il déploie des logiques qui étaient peut-être moins visibles avant le début du génocide à Gaza, mais qui sont structurelles depuis 10, 20, 30 ans c'est comment le pouvoir colonial en fait s'est adapté à la contestation palestinienne et s'est transformé dans ces dernières années. Et on voit que ces logiques-là, donc l'algorithme, le fait de prévoir l'action, le fait d'attaquer par l'arrestation collective, en fait d'attaquer tout ce qui soutient de près ou de
de près ou de loin non seulement l'action politique, mais même ce que j'insiste dessus, c'est l'organisation collective. C'est la capacité des Palestiniens à collectivement refuser l'ordre colonial. Donc on voit que toutes ces personnes-là sont visées par la violence carcérale. Et je vais m'arrêter là, c'est du coup aussi ce qui explique pourquoi l'enjeu des prisonniers du point de vue des Palestiniens, l'enjeu des prisonniers et de leur libération reste une cause centrale dans les mobilisations palestiniennes, d'importance prioritaire pour les Palestiniens, pas seulement pour les factions, mais pour l'ensemble de la société, parce que, encore une fois, c'est toute son élite militante, son élite contestataire qui est visée par ce système répressif. Merci Flora pour cet éclairage sociologique précieux. Je pense que les juristes, on a aussi besoin d'avoir ces éléments de compréhension du système d'enfermement, mais aussi des mécanismes les formes de résistance qui se mettent en place. Emeric, je te laisse la parole. Merci. Oui, merci. Et puis merci Flora, c'était juste passionnant. J'ai appris énormément de choses. Donc merci pour ça. Alors moi, je vais intervenir sur la peine de mort et faire le lien donc avec ce qui vient d'être dit et peut-être montrer comment finalement le- l'extension du recours à la peine de mort qui a été votée dernièrement contribue finalement à apporter entre guillemets une touche finale à tout ce nexus qui existe entre le moment de l'arrestation arbitraire, la détention arbitraire, illégale et la vie en prison, la torture et puis finalement la possibilité d'être exécuté. Alors peut-être juste pour resituer, donc, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas, Amnesty International, donc historiquement on est connu pour se mobiliser en vue de l'abolition totale de la peine de mort, hein. C'est un de nos combats fondateurs. Et tous les ans, notamment, nous publions un rapport annuel qui fixe les tendances relatives à la peine de mort dans le monde, hein, qu'il s'agisse des condamnations, exécutions ou autres situations liées à la peine de mort. C'est notamment les commutations de peine, par exemple, les grâces. Et puis les situations, par exemple, également où la peine de mort est utilisée de façon illégale. Alors, juste pour avoir quelques chiffres en tête, l'année dernière, en 2025, nous avons documenté 2700 exécutions. 2700 exécutions connues dans le monde. Alors, avec en tête d'un classement que l'on fait, qui est un peu morbide, certes, mais qui est essentiel. On a la Chine, dont les chiffres liés aux exécutions et condamnations, on ne les connaît pas. Euh, li- En raison de la pratique du secret, l'Iran avec l'année dernière près de 2000 exécutions, enfin un peu plus de 2000 exécutions. Et ensuite l'Arabie Saoudite, le Yémen et les États-Unis. Israël ne figure pas dans ce classement. Alors, juste pour en terminer par rapport à cette tendance mondiale, l'année dernière, donc 2707 exécutions, c'est le plus haut chiffre lié aux exécutions que nous documentons depuis 1981. Alors, le paradoxe, c'est qu'on a un nombre d'exécutions qui a cru entre 2024 et 2025. On a une hausse de 78%. Mais le paradoxe, c'est que l'abolition gagne du terrain, tandis que le nombre de pays qui exécutent ne cesse de réduire. Donc en 2024, on était sur 15 pays qui exécutaient. En 2025, on est sur 17 pays qui ont exécuté des personnes. Donc on a ce qu'il faut retenir au travers de ces chiffres, même s'il faut être vigilant et garder une forme d'inquiétude pour continuer à agir, il y a une tendance inéluctable vers l'abolition de la peine de mort. Et finalement, ce que l'on va voir avec Israël, c'est que Israël va appliquer aujourd'hui et adopter une position qui l'a fait revenir 20 ans en arrière. Pourquoi? Parce que il faut savoir qu'aujourd'hui, les deux tiers des pays du monde sont abolitionnistes. On a 145 pays qui sont abolitionnistes en droit ou en pratique. En pratique, ça veut dire que quand on dit qu'un pays est abolitionniste en pratique, ça veut dire qu'il n'a pas recouru à la peine de mort depuis au moins 10 ans. Et, eh bien, figurez-vous que Israël fait partie des pays abolitionnistes.
Israël, alors il y a 113 pays abolitionnistes en droit, et parmi les pays abolitionnistes, vous avez un certain nombre de pays qui sont abolitionnistes parce qu'ils ont renoncé à la peine de mort pour les crimes de droit commun. Donc c'est le cas d'Israël. Israël, en 1954, a renoncé à la pratique de la peine de mort pour les crimes de droit commun, mais a gardé dans sa législation la possibilité de recourir à la peine de mort dans les cas de génocide, notamment, et d'espionnage. La dernière fois, vous l'avez en tête, vous le savez certainement, j'en doute pas un seul instant, c'est la dernière fois où Israël a recouru à la peine de mort, c'est en 1962, donc avec l'exécution de Adolf Eichmann. Et notamment, donc, il a été exécuté par pendaison pour crime de génocide. Euh, et depuis, Israël n'a plus exécuté et condamné, n'a plus condamné et exécuté de personnes. Euh, et en parallèle, il faut savoir qu'en 2007, les Nations Unies, l'Assemblée générale des Nations Unies, a décidé tous les 2 ans d'adopter une loi, enfin d'adopter une résolution, pardon, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort en vue de son abolition. Donc cette résolution est adoptée tous les 2 ans. Et Israël a soutenu jusqu'à maintenant toutes les résolutions qui ont été adoptées. Alors ça peut paraître paradoxal, mais euh, au Moyen-Orient, comme a dit quelqu'un que je ne citerai pas, rien n'est impossible. L'Israël revient sur cette pratique-là et sur la question de la peine de mort et à nouveau décide d'élargir le recours à ce crime. Alors nous, Amnesty International, on considère que la peine de mort, c'est le crime, le châtiment le plus cruel, inhumain et dégradant, hein. On va au-delà de ce que préconise le droit international en termes de recours à la peine de mort. Je dis ça à dessein et il faut le savoir. Le Pacte international sur les droits civils et politiques que tu as nommé en début d'intervention, INSAF, euh, on- alors interdit en son un article, dans ses dispositions le fait de priver de façon arbitraire de la vie quelqu'un, mais son second protocole facultatif adopté, qui est entré en vigueur en 91 sur la peine de mort, garde la possibilité, qui vise à abolir totalement la peine de mort, prévoit la possibilité de garder la peine de mort pour les crimes les plus graves, et notamment en temps de guerre. Donc c'est très restreint. Ceci étant dit, abolition de la peine de mort, quelles que soient les circonstances, quel que soit le crime, quel que soit l'auteur des crimes, quel que soit le châtiment auquel on recourt. Donc on arrive à la fin de l'année 2023, après cette mise en contexte, où Israël prévoit un certain nombre de dispositions juridiques pour amender sa loi pénale. Et à ce moment-là, et les choses n'ont pas changé, clairement, hein. On est dans une situation où, d'une part, Israël commet un génocide dans la bande de Gaza occupée. Donc, nous, Amnesty International, on a sorti un rapport sur le sujet, c'était en décembre 2025, mais depuis, il y a bien d'autres institutions, acteurs, et notamment même historiens comme Omer Bartov qui parle de génocide commis. Et la Cour internationale de justice, le 26 janvier 2024, s'est prononcée sur le fait il existait un risque plausible d'atteinte aux droits des Palestiniens selon la Convention sur le génocide. Donc, possibilité de génocide. Euh, on arrive à ce moment-là, génocide, occupation illégale, avec annexion des territoires en Cisjordanie qui ne cesse de s'accélérer, situation d'apartheid que tu as cité aussi, INSAF, et que on a documenté dans un rapport publié en 2022. Et finalement, avec cette nouvelle loi sur la peine de mort, Israël vient renforcer sa pratique de l'apartheid et vient une nouvelle fois opprimer les Palestiniens. On va voir en quoi cela consiste. En fait, là, donc la loi pénale a été modifiée. Donc, c'était le 30 mars 2020, 2026. 2026, la loi pénale est modifiée par un texte de loi qui s'appelle Loi pénale pour lutter contre les terroristes.
Et cette loi pénale prévoit deux modifications avec deux cadres juridiques distincts. Premièrement, elle prévoit que en Cisjordanie, les tribunaux militaires pourront recourir à la peine de mort. Ils pourront recourir à la peine de mort. Les colons israéliens ne seront pas concernés. Les colons israéliens seront poursuivis par des juridictions civiles pour les crimes qu'ils auront pu commettre. Mais les juridictions civiles en Israël et dans le territoire occupé, donc les Palestiniens pourront se voir infliger la peine de mort pour des actes de meurtre commis dans le cadre d'un acte dit terroriste au titre de la loi pour lutter contre le terrorisme. Bon, déjà, il faut définir ce que le terrorisme, parce que ne prévoit pas forcément de faire correctement la loi. Mais surtout, ce que l'on sait, c'est que les tribunaux militaires, comme l'a si bien dit Flora, ont une capacité à condamner de façon systématique. Euh, on a des Palestiniens qui risquent d'être arrêtés de façon arbitraire, détenus de façon arbitraire, torturés, maintenus au secret. Leur dossier ne leur sera pas livré, ils ne sauront pas pourquoi ils sont retenus. La sanction qui sera infligée dans ce cadre précis d'actes commis de meurtre dans le cadre de la loi contre le terrorisme fera obligatoirement l'objet de la peine de mort. Donc c'est une sanction obligatoire, ce qui est contraire au droit international. Il n'y a pas de commutation de peine, de grâce possible. Alors, la loi précise néanmoins que sous certaines circonstances particulières, la peine de mort pourrait être remplacée par la réclusion à perpétuité, mais sans expliciter quelles sont ces circonstances particulières. Et par ailleurs, on est confronté à une justice expéditive puisque la peine de mort, l'exécution, doit avoir lieu par pendaison dans les 90 jours. Alors le Premier ministre peut étendre la procédure au-delà et aller jusqu'à 180 jours, mais on est clairement sur une procédure expéditive. Donc on a ce qu'on a clairement, pour faire simple, on a une procédure qui est discriminatoire parce qu'elle vise spécifiquement les Palestiniens. Elle ne correspond pas également aux dispositions du protocole international sur les droits civils et politiques, puisque les conditions d'un procès équitable ne seront pas respectées, avec l'accès à un avocat, la possibilité de préparer sa défense, le fait d'avoir un délai suffisamment nécessaire pour pouvoir se défendre, pas de possibilité de grâce, etc. Euh, Ensuite, il faut savoir que, au-delà du pacte international sur les droits civils et politiques, dans les territoires occupés, la Convention de Genève, la quatrième, s'applique, comme encore une fois le disait INSAF, qui s'applique donc aux prisonniers enfin aux personnes civiles, pardon. Et les personnes civiles relevant de la puissance occupante ne peuvent pas, ne peuvent subir la peine de mort, entre guillemets, que dans des circonstances particulières, que si elles ont commis des actes de sabotage, que si elles se sont pris à des personnes relevant de l'institution militaire avec l'intention de les tuer. Et il faut encore que ces dispositions soit inscrite dans la loi le fait de pouvoir recourir à la peine de mort avant qu'on se retrouve dans une situation de puissance occupante. Donc on a un droit international humanitaire qui est aussi restrictif sur le recours à la peine de mort dans le cadre de territoires occupés. Le fait d'occuper un territoire n'absout pas, en termes de droit international humanitaire, la puissance occupante de respecter un certain nombre de considérations juridiques qui n'ont qu'un seul but, c'est de protéger la dignité des personnes. Et donc, si ces dispositions ne sont pas respectées, en plus de commettre une violation grave des droits humains en ne respectant pas le droit international civil et politique sur le fait de ne pas recourir à la peine de mort, de ne pas avoir droit à un procès équitable, de ne pas procéder à la peine de mort à des fins discriminatoires, ça peut être aussi un crime de guerre. On peut considérer que infliger la peine de mort dans ces circonstances-là sera considéré comme un crime de guerre. Le second aspect de la loi, c'est concernant les citoyens palestiniens vivant en Israël et les résidents de Jérusalem-Est, donc annexés légalement. Dans le cadre de cette surface géographique,
les Palestiniens, je dis Palestiniens à dessein, pourront subir à nouveau, pourront se voir infliger à nouveau la peine de mort. Pourquoi? Parce que les dispositions qui ont été introduites visent à faire en sorte d'infliger la peine de mort à ceux qui ont commis des meurtres, notamment dans le but de nuire à l'existence d'Israël. Alors, euh, il faut pas être grand clair. Si on rajoute cet élément idéologique sur le fait de vouloir nuire à l'existence d'Israël, on peut considérer de facto qu'on a rajouté un élément idéologique visant à discriminer en rajoutant euh, un, un- un critère lié à l'appartenance ethnique ou même à la nationalité, puisqu'on parle des citoyens palestiniens. Donc, encore une fois, on a une disposition qui est discriminatoire. Tout est fait, que ce soit en Cisjordanie ou dans la zone occupée de Jérusalem-Est, pour infliger plus facilement la peine de mort. Donc, on est dans une situation juridique où le pouvoir israélien, l'État d'Israël, se donne les moyens d'élargir le recours à la peine de mort en visant spécifiquement les Palestiniens et en mettant à l'écart les Israéliens. Dans ce second cas, concernant euh, les citoyens palestiniens, notamment donc, les résidents de Jérusalem-Est, la peine de mort, là, par contre, n'est pas obligatoire. La peine de mort, il y aura une possibilité de choisir entre, enfin, le juge pourra choisir entre la peine de mort et la réclusion à perpétuité. Un autre point important, c'est que on parle de juridiction militaire, notamment en Cisjordanie, et la peine de mort, enfin, les tribunaux militaires n'ont rien à voir et ne devraient jamais rien avoir avec les crimes de droit commun, les violations des droits humains, les violations du droit international humanitaire, parce que les tribunaux militaires ne sont pas indépendants, ne sont pas impartiaux, et que c'est contraire à la logique d'avoir un procès équitable. Par ailleurs, je finis sur ce point-là sur la Cisjordanie. Euh, En Cisjordanie, le tribunal militaire qui voudra infliger la peine de mort, donc ce sont des juges, trois juges, hein, qui vont pouvoir décider, et ils vont pouvoir décider à la majorité simple, et pas à l'unanimité. L'unanimité, en général, a pour effet de restreindre le recours à la peine de mort. Là, c'est à la majorité simple que les juges pourront décider, et ils pourront aller à l'encontre de la décision du procureur. C'est-à-dire que le procureur dit, moi, je préfère la réclusion à perpétuité parce qu'il y a un certain nombre de circonstances particulières qui font que la personne ne doit pas être exécutée. Et bien les juges, à la majorité simple, pourront dire, non, nous exigeons la peine de mort. Et comme, d'ailleurs, j'ai pas fini ma phrase, mais ce que disait Flora sur sur la détention et finalement les condamnations, il faut savoir que c'est 99%, comme ça a été dit tout à l'heure, 99% des condamnations, enfin des jugements qui aboutissent à des condamnations des Palestiniens. 99%. Dans 99%, vous êtes condamné parce que vous êtes palestinien. Voilà les deux grands aspects de cette loi. Cette loi est entrée en vigueur récemment. Elle est entrée en vigueur, c'était mi-mai. Par ordonnance, je viens de l'apprendre il y a quelques heures, il a été décidé d'aggraver encore la loi. Donc, il a été rajouté le fait que les meurtres commis au nom de la contestation de l'autorité du commandement militaire pourront être faire l'objet d'une sanction pénale et donc de la peine de mort. Alors, ça veut dire quoi, contestation de l'autorité du commandement militaire? Tout à l'heure, on a dit que vous pouviez être condamné parce que vous avez commis un acte qui est un meurtre considéré comme un acte terroriste relevant de la loi sur le terrorisme. Et là, on rajoute la notion de meurtre commis au nom de la contestation de l'autorité du commandement militaire. Ça veut dire que tout ce qui est notion de résistance ou de contestation de l'autorité de la puissance, comme le disent les ONG sur place, pourra être un moyen utilisé pour éliminer quelqu'un. Et ensuite, je finis là, sur la procédure et les moyens de la défense, il a été mis en place une présomption légale justifiant l'application de la peine capitale sans avoir à apporter un niveau de preuve, on va dire, sérieux. Ça, c'est sur la mise en œuvre de cette nouvelle loi pénale sur le terrorisme, lié au terrorisme. Et il y a une nouvelle loi, une autre loi qui a été adoptée également, et je m'arrête là. Une loi qui a été adoptée, c'était il y a quelques semaines, sur les participants aux attaques du 7 octobre.
Les participants aux attaques du 7 octobre vont pouvoir être jugés par un tribunal ad hoc qui ressemble à un tribunal militaire pour avoir participé à des meurtres, pillages, viols, kidnappings dans le cas des événements atroces du 7 octobre, et pourront se voir également infliger la peine de mort. Et le tribunal, enfin les dispositions du tribunal prévoient un allègement des règles procédurales et des règles liées aux lois de la preuve. Donc on est encore dans un dispositif visant à faciliter le recours à la peine de mort. Or, et le dernier point, c'est que l'article 6 du Pacte international sur les droits civils et politiques engage tous les pays qui ne sont pas totalement abolitionnistes à tout faire pour aller vers l'abolition, évidemment, et à ne rien faire pour élargir les possibilités de recours à la peine de mort. Donc on est aujourd'hui sur une accélération de l'histoire, en même temps un retour sur le passé, visant à permettre à Israël de poursuivre sans relâche les Palestiniens et d'aller les poursuivre jusqu'à la peine ultime, qui est la peine de mort. Voilà. Merci Émeric et Flora pour vos interventions qui, je crois, nous ont permis à nous, en tout cas, mes juristes, mais autres, de saisir la nature du système carcéral israélien et de sortir un peu de cette idée qu'on est face à un dispositif sécuritaire ordinaire, etc., mais qu'au contraire, on est bien face à un instrument politique et colonial structurel. Et Flora a très bien décrit comment il s'est organisé dans les années 60, mais ses racines sont évidemment bien plus anciennes et c'est aussi très bien d'avoir parlé de la période coloniale britannique et des objectifs que poursuit ce système, c'est-à-dire à la fois neutraliser l'organisation politique palestinienne, mais aussi contrôler la vie finalement et l'ensemble de la population palestinienne avec et l'exemple de la peine de mort que tu décris, Emric, en est un exemple parfait malheureusement parce que ça dit aussi Mm. quelque chose de ce qu'est un ordre colonial aujourd'hui encore présent. Alors, je vous propose qu'on prenne maintenant les questions et on en a déjà une. Donc, vous me dites si jamais vous voulez répondre, qui veut répondre. Et, c'est dans le cadre du classement, Émeric, que tu as évoqué d'Amnesty sur les exécutions dans le monde, est-ce que vous prenez en compte dans votre méthodologie les exécutions extrajudiciaires? Non. Et la personne nous donnait l'exemple des exécutions qui résultent notamment des violences systémiques carcérales et donc de tous ces prisonniers qui meurent en prison aujourd'hui. Ouais, non, non, non. En fait, le rapport annuel établit un classement des condamnations et exécutions qui font suite à l'objet d'une décision, qui font suite à une décision de justice. Par exemple aux États-Unis, au Japon, en Arabie Saoudite. Peu importe la qualité du processus judiciaire à laquelle on fait référence, mais il faut que la peine de mort fasse l'objet d'une décision en justice. Et en fait, les exécutions extrajudiciaires sont des exécutions qui interviennent en dehors d'un mandat judiciaire, en dehors de l'autorité de la justice. Donc, c'est pour ça qu'on ne les prend pas en compte. Mais on garde bien en tête que ces dernières années, et notamment depuis octobre 2023, il y a une accélération du recours aux exécutions extrajudiciaires, une accélération des homicides illégaux, et on le voit en Cisjordanie notamment, et le recours à la peine de mort vient s'additionner à ces pratiques mortelles qui aboutissent à la mort des Palestiniens. Euh, Merci. On a une autre question. Peut-être que Flora, ce sera plutôt pour toi sur la question Hmm. de la responsabilité de l'autorité palestinienne qui laisse faire les arrestations, mais qui aussi collabore directement. Alors là, on a la question de la zone A, euh, Mhm. où elle est censée avoir le contrôle total civil et militaire. Et finalement, que peut-elle faire pour contrer ces pratiques d'arrestation? Merci. Rien. Malheureusement, en fait, ils n'ont pas le contrôle civil et militaire, même en zone A. C'est-à-dire toutes les arrestations, enfin, toute une très grande partie des arrestations et des emprisonnements, elles ont lieu en zone A. Au contraire, il y a en fait les policiers palestiniens, généralement, ils sont prévenus à l'avance et ils se retirent de la zone et c'est les soldats israéliens qui arrivent et qui pratiquent à l'arrestation. Non, malheureusement, et c'est pour ça aussi que je sais pas si j'ai utilisé le mot, mais que l'autorité palestinienne, c'est une forme néocoloniale, c'est-à-dire que c'est une autorité qui est liée par sa constitution à la protection des intérêts sécuritaires israéliens. C'est-à-dire que leur rôle est de garantir la sécurité israélienne
Et donc, du coup, au contraire, il y a même ce qui est un développement des co-arrestations, c'est-à-dire que ça peut être l'armée qui peut demander aux policiers palestiniens d'arrêter telle ou telle personne, ou à l'inverse, l'autorité palestinienne qui voudrait arrêter des opposants à leur politique et donc qui demande à l'armée israélienne de le faire. Donc, alors, ça a été, parce que moi, je me suis aussi beaucoup intéressée donc à la solidarité palestinienne envers les prisonniers. Donc, par exemple, tout ce qui était fait de solidarité. Donc, comme je l'expliquais au départ, c'était hébergé par l'OLP et après Oslo, donc le soutien aux prisonniers, à leurs familles, ça a été hébergé par l'autorité palestinienne. Mais en fait, rapidement, depuis 10-15 ans, en fait, l'autorité palestinienne se délaisse de ce soutien, renonce petit à petit en fait à ce soutien à la fois parce qu'il y a, il y a une pression qui est faite sur elle. Il faut rappeler que régulièrement, en fait, les autorités israéliennes privent. Donc, en fait donc, le pouvoir israélien, c'est eux qui prélèvent les taxes du commerce palestinien extérieur et qui doivent le reverser à l'autorité palestinienne. Mais en fait, ils retiennent cet argent-là en demandant, comme à l'autorité palestinienne, de prendre certaines mesures qu'ils veulent. Et notamment, très régulièrement depuis des années, ils font ça pour demander à l'autorité palestinienne d'arrêter de soutenir financièrement les familles des prisonniers et les prisonniers. Et ils y sont petit à petit arrivés à une dernière décision qui a été prise en 2024, si je ne me trompe pas, où ça y est, officiellement, l'autorité palestinienne ne prend plus en charge ce programme national qui a été remis à une fondation privée à une fondation privée. Donc, en fait, malheureusement, ils n'ont aucun moyen. Et pour une partie, parce qu'il faut pas, c'est pas toute l'autorité palestinienne, mais pour une partie, ils ne le veulent pas, en fait, faire quelque chose contre ces arrestations. Merci. Emeric, il t'est demandé si Amnesty, dans le cadre de cette question, travaillait avec des organisations israéliennes, des ONG. Alors jusqu'à maintenant, la peine de mort n'était pas pratiquée, donc on n'avait pas de dialogue particulier sur le sujet. Mais on va avoir, on a des liens avec les ONG israéliennes sur place. Donc moi je pense à il y a Physicians for Human Rights, B'Tselem. Alors je vais sans doute écorcher le nom, mais on a Amokid aussi et d'autres ONG. On avait une section nationale israélienne, mais elle a été suspendue. Donc voilà. Mais en tout cas, sachez qu'on a des contacts et un réseau également sur place. Ouais. Alors, il y a une autre question, et moi j'en aurais aussi une pour toi, Flora. Dans le cadre de tes travaux, moi, parce que tout ce que tu décris me parle d'un point de vue de la question du colonialisme de peuplement. Est-ce que le cas palestinien a des spécificités propres ou est-ce que c'est quelque chose que on retrouve dans d'autres types de colonialisme de peuplement? Est-ce que ce sont des méthodes qui précisément sont spécifiques de cet ordre colonial qui vise à déposséder et à s'accaparer d'un espace, d'une population, etc. Est-ce que c'est particulier ou est-ce que dans le cas de tes travaux, tu as vu des similitudes avec d'autres exemples, je pense notamment à l'Algérie? Et enfin, il y a une deuxième question d'Amel sur parce qu'il y a donc des accords commerciaux et je pense qu'il y a Ouais. des références notamment à l'accord d'association Union européenne-Israël. Est-ce que dans le cadre des discussions, est-ce que vous, Amnesty, vous poussez aussi pour une suspension de ces accords au regard du contexte politique et des violations continues du droit international? Alors, je ne sais pas ce qui veut peut-être Emeric sur cette question et après Flora. Ouais, ça marche. Alors, j'ai envie de dire oui, normalement, on devrait. Enfin, cette nouvelle loi, cette loi qui est venue réformer la loi pénale sur le recours à la peine de mort visant les Palestiniens, devrait être un argument pour invoquer l'article 2 de l'accord d'association qui lie l'Union européenne à Israël. Cette clause des droits humains, alors l'article 2, c'est une clause des droits humains qui, en fait, vient expliciter que les considérations liées aux droits humains sont en gros un élément essentiel de la relation entre l'Union européenne et Israël, parce que l'Union européenne s'est fondée aussi sur le respect et la promotion des droits humains. Ça fait partie de ses valeurs cardinales et elle a décidé de déployer la promotion des droits humains dans l'ensemble de ces accords, hein,
internationale. Et puis d'ailleurs, il faut savoir que tous les pays de l'Union européenne sont abolitionnistes. Tous sont abolitionnistes, en droit. Et dans la sphère européenne, si on parle de région européenne, géographique, il n'y a qu'un seul pays hors de l'Union européenne qui peut encore pratiquer la peine de mort, c'est le Bélarus. Bon, en 2025, ça n'a pas été le cas. Cette simple question de la peine de mort devrait être un argument, et on l'a tous cru début avril, lorsque s'est tenu le Conseil des Affaires étrangères de l'Union européenne, pour dire que l'accord Union européenne-Israël devrait être suspendu, au moins dans sa partie commerciale. Ça n'a pas été le cas. Là, il y a d'autres arguments qui vont entrer certainement en ligne de compte. C'est-à-dire qu'en fait, on assiste à une escalade permanente d'Israël au sud-Liban, en Cisjordanie, et il y a aujourd'hui une accumulation de faits qui permettent de dire que cet accord Union européenne-Israël devrait être suspendu. Et on a une faiblesse là et qui est criante, c'est que alors que l'Union européenne elle-même avait commandé un rapport en juin qui a été divulgué en juin 2025 et qui indique que Israël viole bien l'article 2 de l'accord d'association, l'Union européenne ne bouge pas et ne prend aucune mesure. Et dans le même temps, les pays membres de l'Union européenne autorisent Benjamin Netanyahou à survoler le territoire de l'Union européenne. Donc, je pense qu'il faut s'inscrire dans le temps. On n'obtiendra pas la suspension de l'accord d'association tout de suite, ni peut-être demain. C'est un travail de longue haleine et tous les jours, on se mobilise, que ce soit via notre bureau de l'Union européenne, qui est basé à Bruxelles, soit via nos bureaux londoniens, soit via le travail de plaidoyer au niveau national, pour que cette question de la peine de mort et des autres enjeux entourant la situation, comme la colonisation, que ça soit un argument pour suspendre l'accord d'association. Donc il faut garder espoir. Je pense qu'on y parviendra, mais il faut qu'un certain nombre de pays, comme l'Allemagne et l'Italie, lèvent leur réticence à non pas infliger des sanctions, mais juste faire respecter le droit international européen. Parce que là, on est dans une situation qui est complètement absurde. Le droit international européen permet de suspendre l'accord d'association. Donc on a des États membres qui refusent d'appliquer leur propre droit. Donc, si l'Europe veut créer une politique extérieure commune et cohérente avec ses valeurs qui sont le respect des droits humains, eh bien, il faut y aller, il faut franchir le pas, quoi, et suspendre l'accord d'association. Ce qui ne veut pas dire que cet accord de suspension sera suspendu ad vitam aeternam. Le jour où Israël respectera à nouveau ses obligations internationales liées aux droits de l'homme, l'accord pourra éventuellement être relancé. Alors sur la situation de colonialisme, de peuplement, alors c'est, en fait, je dirais que c'est à la fois, mais bon, c'est un petit peu comme tous les exemples, c'est à la fois un cas typique et en même temps, il a ses particularités. Je pense qu'en tout cas, c'est quand même justement les prisons et le système carcéral, c'est quand même une ingénierie qui est poussée je trouve, voilà, à son paroxysme d'enfermement de la population, de contrôle serré de la population, qui est quand même des choses qu'on a enfin, qui me semblent un peu particulières au cas palestinien, où, bon, comme je le disais par exemple sur les collaborateurs ou sur enfin, la mainmise sur la population, la capacité du pouvoir colonial à connaître tous les moindres détails, les intentions de mariage, etc. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui me semble assez particulier au cas palestinien. Moi, dans mes travaux, alors il y a beaucoup de parallèles avec il y a des différences, mais il y a quand même beaucoup de parallèles. En tout cas, si on se place de la violence qui est déployée et du système colonial avec, avec le pouvoir colonial français en Algérie. Donc avec les camps, avec à la fois l'alternance entre massacres et camps larges de détention. Mais c'est quelque chose qu'on a peu documenté, hein. On a peu de documentation. Je trouve que ça commence à... Alors c'est aussi parce que dans le contexte français, on a moins accès aux travaux faits par les historiens algériens, que c'est aussi les historiens algériens ont peu accès aux archives. Parce que ça, c'est toujours ce que j'explique aussi sur l'action de la prison, c'est un système opaque. On peut pas aller interviewer dans l'institution les gardiens pour comprendre comment ça se passe. Donc c'est toute une recherche qui se fait qui se fait clandestinement, etc., etc.
Donc, il y a en tout cas cette alternance entre massacre et politique carcérale de masse, je trouve ça se retrouve avec tout ce qui a été fait sur les camps de détention en Algérie. Après, moi, dans mes travaux, j'ai aussi comparé avec la situation aux États-Unis. Parce que à la suite en fait de l'esclavage, de la ségrégation, le système carcéral, il est beaucoup analysé, le système carcéral américain est beaucoup analysé comme en fait une nouvelle infrastructure de contrôle et de discrimination et de répression des populations noires aux États-Unis, mais aussi indiennes, donc Native American et latino. Donc je pense il y a cette corrélation-là avec, enfin cette comparaison avec le système américain. Je ne sais pas si j'ai répondu complètement à ta question. Oui, merci beaucoup Flora. Et Émeric, là, il y a une question peut-être plutôt pour toi, Émeric, sur est-ce qu'il existe un recours possible en Israël, donc devant les juridictions israéliennes, par exemple, pour faire invalider cette loi? Oui, et je crois qu'il y en a un qui est toujours en cours, et notamment pour faire invalider la loi donc, qui élargit la peine de mort aux Palestiniens de Cisjordanie, notamment parce que Euh, normalement, au terme de la Constitution, Israël n'a pas compétence juridique sur les territoires palestiniens occupés et ne peut pas décider d'infliger cette nouvelle sanction pénale. Donc, les ONG israéliennes sont en train de se mobiliser en ce sens pour faire reconnaître que cette annexion qui est en cours, mais qui n'est pas totalement achevée, ne permet pas aujourd'hui, en l'état actuel, à Israël d'étendre juridiquement le recours à la peine de mort aux Palestiniens de Cisjordanie, quoi. Donc oui, et alors juste pour compléter peut-être la question des détentions, on s'éloigne du champ colonial, mais euh, il y a des pratiques, en Iran par exemple, la détention arbitraire, l'arrestation arbitraire, le recours à la torture, la déshumanisation des prisonniers et leur exécution. En 2025, on a 2000, que je retrouve le chiffre, c'est 2159 exécutions en Iran en 2025. 2159 exécutions, c'est-à-dire tous les jours, les Iraniens se lèvent et savent que moins d'une dizaine de personnes vont être pendues, quoi. Euh, donc, on a je pense à la prison de Sendaya. Alors, on ne peut pas faire des parallèles infinis, mais la prison de Sendaya en Syrie visait à détruire le corps social et à faire en sorte d'enlever toute dignité aux personnes arrêtées, quelles qu'elles soient, et avec parfois des procédés qui peuvent paraître identiques. Par exemple, on a un médecin qui nous a raconté que dans la prison dans laquelle il a été, dans le centre de détention dans lequel il a été, il a subi une procédure d'accueil. Alors, je vais certainement écorcher le nom, c'est la Tashrifa. Tashrifa. Et il y avait la même procédure d'accueil à Senaya, où les prisonniers qui arrivaient étaient violentés, roués de coups, et d'autres violations des droits humains. Donc, on- ce que je veux dire, c'est que la violence en milieu carcéral, on la retrouve dans énormément de pays et qui tous visent de façon discriminatoire un certain nombre de groupes et qui visent à faire taire les oppositions et à faire peur. Après, on rajoute la dimension coloniale, alors là, c'est autre chose. Et je laisse la main à Flora parce que c'est la spécialiste, quoi. Non, mais c'est vrai que pour prolonger, c'est que moi aussi dans mon analyse, je dis que le système carcéral, en fait, il est à la fois un rouage du système colonial, donc il prolonge la stratégie militaire, et il est à la fois un système carcéral. C'est-à-dire qu'il Mm. va, lui, par contre, reprendre les modifications, les transformations, les technologies qu'on voit dans d'autres systèmes carcérales. Et ça, c'est vrai que c'est à la fois dans des contextes qui sont pas forcément des contextes coloniaux, mais des contextes de répression politique, de répression des opposants politiques. Et en cela, on a de manière très macabre, en fait, un partage de technologies, un partage de savoir-faire, entre guillemets, sur enfin, partage de savoir-faire répressif, si on pourrait dire ça comme ça. Donc c'est à la fois le système carcéral, voilà, il est à la fois, moi j'ai toujours, il est ces deux choses-là en même temps, il est à la fois un rouage du système colonial et à la fois c'est un système carcéral, parce que par exemple la privatisation et la gestion néolibérale du système carcéral, en fait ce qu'on voit c'est que ça va impacter toutes les prisons.
y compris Mhm. les prisons où sont enfermés les détenus israéliens de droit commun. En fait, c'est quelque chose qui va impacter l'ensemble, parce que, bon, après, c'est aussi, si on l'étend aussi à l'État colonial israélien, c'est en fait une politique de privatisation qui est assez typique de cette période, qui en fait touche aussi tous les dispositifs de l'État, en fait, pas seulement la prison. Donc c'est à la fois ces deux dimensions-là. Mhm. Mm. Merci. Il y a une question sur le fait de savoir s'il existe ou pas en Israël, un peu comme on a en France, un contrôleur général des lieux de privation de liberté, s'il y a des droits de visite pour les parlementaires, s'il y a des possibilités d'organisation finalement de contrôle de ces lieux d'enfermement ou pas. Moi, après, je vous laisserai enfin, se compléter. Je sais qu'il y a une association, parce que j'ai un peu travaillé sur ce qu'ils font. Donc, c'est le Physician for Human Rights israélien. Donc, c'est des médecins, une association de médecins qui ont un peu accès aux prisons. Moi, quelque chose que j'insiste souvent et beaucoup, c'est que en fait, il y a un système donc ça, c'est un système de contrôle bon, je sais pas si on peut parler de système de contrôle. En fait, ils documentent des violences carcérales, parce que je sais pas s'ils ont vraiment une capacité de faire quelque chose. Mais en tout cas, il y a une organisation palestinienne qui va documenter et qui va utiliser les arbres juridiques quand c'est possible, en essayant à l'intérieur du système, en fait, d'essayer de faire pression. Par exemple, normalement, il y a une condamnation, enfin, de la torture. C'était en 1982, je me souviens plus exactement la date, mais ça, c'était par l'action aussi des ONG palestiniennes pour essayer pour te faire interdire. Bon, c'est pas complètement appliqué, mais en tout cas, il y a eu cette mobilisation de l'action juridique par ces ONG palestiniennes. Et j'ai un autre truc, mais ça m'a échappé. Mhm. Mm. Ouais, alors, en attendant que tu retrouves, je te donne du temps. Alors nous, on a documenté j'ai pas de réponse précise non plus là-dessus, sur ce point particulier. Par contre, dans le cadre de notre travail sur les détentions administratives et sur les arrestations arbitraires dans le cadre de la loi sur l'incarcération des combattants illégaux, on a documenté le cas d'un avocat palestinien, donc qui s'appelle Hassan Abadi, hein, qui a pu rendre visite à 4 détenus chaque semaine depuis le 7 octobre et et grâce à ces visites aux détenus dont il s'occupait, permettait de collecter de l'information sur les actes de torture et de mauvais traitements que subissaient les, euh, les prisonniers. Alors, je pense que c'est un cas particulier parce que dans le cadre des détentions administratives, il peut y avoir accès à un avocat s'il est limité. Après, si on prend le cas spécifique de la loi sur l'incarcération des combattants illégaux, là, on tombe sur une zone qui est un trou noir où littéralement les personnes arrêtées subissent ce qu'on appelle une disparition forcée. Et là, il y a quasiment aucun accès possible à ces personnes. Et en plus, dans des conditions qui sont juste hallucinantes. Enfin, une personne, au titre de cette loi sur l'incarcération des combattants illégaux, peut être détenue via une ordonnance pendant 45 jours, sans avoir accès au contenu de cette ordonnance. Il peut attendre jusqu'à 75 jours pour avoir accès à un juge qui va lui expliquer pourquoi il fait l'objet de son incarcération. Et encore, ça sera à distance, hein, par un ordinateur, ça durera 10 secondes. Voilà, vous êtes détenu à tel titre en restant très vague, sans donner des explications. Et au bout de 90 jours seulement, on aura accès à un avocat, si jamais on lui laisse avoir accès à un avocat. Donc, la disposition de recourir à un avocat est prévue, mais est laissée au libre arbitre des services pénitentiaires. Et en plus, alors on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais aussi dans les prisons, il y a aussi le ministre de la Sécurité nationale qui peut mettre en place l'état d'urgence dans les prisons. Et l'état d'urgence dans les prisons autorise tout, mais absolument tout. C'est-à-dire qu'on vous supprime les sorties pour faire un peu d'exercice, on vous supprime l'accès à l'eau, on vous supprime vos vêtements, on vous tabasse, on vous supprime l'accès à la nourriture, tout est possible. Donc il y a aussi cette dimension-là dans le dispositif carcéral, c'est vous n'êtes plus rien, quoi. Il y a des gens, ils sont dans des baraquements, des personnes dont on a documenté leur cas, ils sont dans des baraquements, dans des conditions insalubres, absolument incroyables à 100, 120 personnes. Et ces conditions-là viennent se rajouter
à tout ce qu'a décrit Flora, quoi. Merci beaucoup. On a encore des questions. Est-ce qu'il y a des acteurs qui aujourd'hui travaillent spécifiquement sur la question des disparitions forcées? Euh, Là, déjà, peut-être qu'en termes de début de réponse, bah, il y a les ONG palestiniennes qui le documentent Oui, largement, mais tout à fait. je vous laisserai Ouais, y répondre. Mais je vous invite à lire ce qu'a produit Al-Haq notamment, etc. pour exactement. laisser, Flora et Emeric sur les violences qui sont perpétrées pardon, par l'autorité détentrice, comme ce qu'on a pu voir dans les prisons secrètes israéliennes pour les prisonniers palestiniens de Gaza. Je reprends le fil de la question sur les violences sexuelles qui ont été commises contre ces détenus par les services pénitentiaires et sur les traitements inhumains et dégradants et tortures en détention. Quelles sont aujourd'hui les voies de recours pour tous ces prisonniers palestiniens, donc ceux de Gaza dans le contexte du génocide, mais aussi ceux de Cisjordanie. Euh, et après, c'est sur la question des pratiques de torture en particulier qui sont pratiquées. Euh, Quelqu'un nous demande si c'est toujours, si on est toujours sur ces anciennes pratiques de torture ou pas. Emeric, peut-être, ou Flora? Je sais pas, tu veux commencer, Flora? Du coup, je vous laisserai, enfin, je sais pas si je te laisserai Ouais, tu peux me plus. tutoyer, tu peux me tutoyer. D'accord. Sur peut-être sur les recours, parce que moi de mon côté, je vois pas grand-chose, mais peut-être que avec la question juridique, il y a plus de travail, il y a plus de choses qui se passent. Ce que je voulais du coup rappeler, c'est aussi un petit peu de comment ça s'organise en fait du côté palestinien pour produire de l'information. Parce qu'encore une fois, on est dans un système opaque et arbitraire. Donc, tu as rappelé l'action par exemple de l'avocat Hassan Al-Abadi. On a donc c'est d'abord ça va être les familles qui vont s'organiser. Il faut savoir que donc les familles elles rendent visite et avant Oslo, les familles ont le droit de visiter des prisonniers qui sont pas forcément leur quelqu'un un proche. Donc il y a une organisation collective comme ça de visite et donc on produit une information, on se diffuse les informations pendant les visites. Avec les nouvelles technologies, c'est aussi l'introduction des téléphones portables clandestins qui permet à certains prisonniers en fait de donner des nouvelles sur ce qui se passe. Fin des années 80, donc on a ces ONG palestiniennes, donc à travers les avocats dont tu parlais. En fait, il y a deux types d'avocats. Il y a les avocats qui défendent les prisonniers lors des procès et les avocats qui sont spécialisés dans les visites, qui ont le droit de visite. Et là, il y a toute une organisation d'avocats qui se dédie à ça, à rencontrer les prisonniers et à documenter ce qu'ils subissent. Et après, c'est réuni en fait dans un travail pour collecter tous ces témoignages-là. Et puis après, il y a un autre élément important, c'est la possibilité de témoigner. Et moi, parce que ça fait partie aussi du centre de mon travail, c'est vraiment le travail aussi des femmes palestiniennes, des militantes palestiniennes, qui dans les années 70 ont largement témoigné sur les tortures, notamment les viols au bâton, la noyade, enfin le fait de se faire noyer, qui l'ont fait publiquement en faisant tout un travail de ce qu'elles ont appelé de retournement du stigmate, c'est-à-dire de ne plus avoir honte en fait de parler des sévices qu'elles ont subis, mais bon, avec vraiment des viols dans des mises en scène macabres, où on fait venir la famille pour assister soit à perpétrer le viol au bâton, et donc ça, c'est années 70, et je pense que c'est vraiment leur travail qui a permis que l'opinion publique palestinienne, elle est prête à témoigner collectivement et n'a pas forcément honte de le faire, parce que c'est pas rien pour ces personnes-là, en fait, de décrire ce qu'ils ont subi, etc., notamment chez les hommes palestiniens, dans une société où la question physique est très intime. Donc ça, pour moi, en fait, ce que j'ai constaté, bon, je suis pas la seule, mais qu'il y a vraiment une préparation du débat public qui a fait que non seulement on est organisé, c'est-à-dire qu'on a toute une organisation collective qui est prête recevoir les témoignages, à tout de suite aller voir les personnes, à documenter hein, avec des procédures, mais enfin, de manière très détaillée, procédurier, qui maîtrise aussi très bien les rouages du droit international, donc est capable comme ça de documenter, de nommer, etc., etc. Mais aussi comment les Palestiniens ont préparé leur opinion publique à être en capacité de produire des témoignages. Et d'ailleurs, en parlant du CICR, moi, ce que j'avais noté, c'est qu'en fait, avant Oslo, le recours au CICR, donc à la Croix-Rouge, est très, comment on appelle ça, est assez systématique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de lutte administrative à l'intérieur de la prison qui est fait par les avocats et tout, avec l'aide de la Croix-Rouge. Ce qui pose problème après les accords d'Oslo, c'est qu'en fait, alors moi, je maîtrise pas très bien tout ça, mais en fait, comme il y a eu maintenant un partenaire palestinien qui est reconnu,
enfin, un partenaire palestinien, en fait, le CICR n'a plus forcément la même capacité d'action parce que normalement, ce sont les représentants palestiniens qui devraient porter dans les cours internationales, etc., et qui doivent représenter les plaintes des prisonniers. Et donc, du coup, il y a un effet où le CICR, en fait, recule, en fait, comparé à ce qui était beaucoup plus actif avant les accords d'Oslo. Ouais, du coup, alors, bah, je vais compléter. Alors, peut-être en commençant par la torture. Bah, la torture, elle prend toutes les formes possibles, imaginables, hein. Notamment, par exemple, les femmes, on va leur confisquer leur protection hygiénique. Alors, c'est pas la torture, c'est un acte. Il y a la torture et les mauvais traitements inhumains et dégradants. C'est partie de ces mauvais traitements inhumains et dégradants qui visent à humilier la personne. Donc, ça reste absolument abominable. C'est le recours à la mise à nu, donc les personnes en sous-vêtements. On les a tous vus avec Gaza, avec le génocide. On a vu ces cohortes de détenus palestiniens en sous-vêtements, nus, avec les yeux bandés. Et pendant leur détention, on a documenté des cas où les personnes restaient les yeux bandés et les mains menottées. Donc, on utilise aussi des positions donc, qui sont pas confortables, qui font mal. Euh, c'est les brûlures de cigarettes. Mais en fait, l'État d'Israël emprunte dans sa pratique de la torture et des mauvais traitements tout ce qu'on a pu documenter ailleurs. Alors, empreinte ou... Bon, bref, dans tous les cas, il y a une panoplie de mauvais traitements physiques, psychologiques qui sont utilisés pour déshumaniser ces personnes. Alors, sur les recours, ils sont toujours possibles. Il y en a, mais encore une fois, comme le disait Flora, c'est l'accès à l'information. Quand vous faites l'objet d'une détention administrative, que vous êtes reconduit indéfiniment tous les 6 mois dans une détention administrative, et que vous n'êtes pas certain, lorsque vous êtes libéré, que ça ne recommence pas. Parce que vous pouvez être arrêté à plusieurs reprises. Il y a le cas de Salah Hamouri, par exemple, qui a fait l'objet des détentions administratives pendant de longues, très longues périodes. Donc, il y a un moment, on avait documenté ça dans un rapport en 2012, les personnes euh, arrêtent de recourir à la justice parce que parfois ça peut ne faire qu'aggraver la situation. Alors, donc il y a des possibilités de recours, mais ces possibilités de recours, elles restent liées au respect de pratiques liées à la tenue de procès équitable. Et donc, c'est pas toujours le cas, comme on l'a vu sur les tribunaux militaires en Cisjordanie. Le secret qui entoure ces procédures, le recours ou non à un avocat, dans certaines conditions, si elles sont autorisées, peut être compliqué pour se défendre correctement. Et dernièrement, pour vous dire l'arbitraire des processus judiciaires, quand l'affaire des violences sexuelles a éclaté dans la prison de Sde Teyman, il y a eu des poursuites qui ont été engagées, mais finalement, les personnes qui ont été poursuivies, eh bien, n'ont pas été condamnées. La justice a renoncé à les condamner. Donc, il y a une impunité des pratiques israéliennes qui est organisée dans le système judiciaire. C'est-à-dire qu'il y a des décisions absolument incompréhensibles, alors qu'il y a des preuves. Enfin, les violences sexuelles qui ont été documentées en l'occurrence, dans ce baraquement, enfin, on les a tous vues. Les vidéos sont là. Il y a les preuves. Donc, comment il est possible d'arriver à une affaire où les personnes poursuivies ne sont pas condamnées et par ailleurs, après le procès, demandent réparation pour les souffrances, entre guillemets, qu'elles ont subies. Donc, les recours existent, mais encore faut-il avoir accès à l'information, avoir accès au lieu, parce qu'en plus, quand on fait l'objet de détention arbitraire, et d'une arrestation dans le cadre de la loi sur les incarcérations des combattants illégaux. Vous faites l'objet, quand vous êtes à Gaza, vous faites l'objet de ce qu'on appelle un transfert forcé, et ça c'est le malheur des familles gazaouis, c'est-à-dire que les personnes vont être détenues, évidemment, sur le territoire israélien. Il y a énormément de centres de détention, que ce soit au sud ou au nord, et il faut déjà déterminer où sont détenues ces personnes aussi, quoi. Donc tout est fait pour complexifier ces recours. Le manque d'accès à l'information et l'absence comme on dit en droit, d'action diligente de l'acteur pénitentiaire et judiciaire pour prendre en charge vos plaintes et vous donner accès à la vérité, à la réparation et à la justice, quoi. Et le CICR, juste pour le CICR, une des difficultés, c'est qu'ils ne peuvent intervenir
qu'avec l'accord des personnes. Il y a ça aussi à avoir en tête. Ils ne peuvent rien faire d'eux-mêmes, sauf à ce qu'on les autorise à agir. Merci Emeric, merci Flora. Oui, effectivement, Patrick Zahn, le président de Jourdi, qui est un ancien délégué du CICR, Oui, rappelle justement qu'Israël, en tant que puissance occupante, a mis un terme à l'accès obligatoire du CICR à toutes les personnes protégées, donc à tous les Palestiniens détenus dans tous ces lieux de privation. Et il note aussi que le CICR n'a plus eu accès aux détenus palestiniens depuis octobre 2023. Et c'est une ah, violation évidemment de la exact. quatrième convention de Genève et qu'il n'a plus accès aux tribunaux militaires, ce qui est une première depuis 1967. Donc merci Patrick pour cette précision qui a son importance. Il est 19h30. Je vois qu'on n'a plus de questions dans le chat, donc je vous propose qu'on conclue ce séminaire. Merci infiniment pour vos interventions, Aymeric, Flora. Je pense que c'était important que Jourdi se saisisse aussi de ce sujet-là de la détention et de la question des prisonniers palestiniens. C'est un point important de notre plaidoyer. On a écrit sur le sujet de la peine de mort également, donc je vous invite à regarder notre site internet et nos réseaux sociaux. Le séminaire sera mis en ligne sur notre chaîne YouTube très prochainement. Et les mardis de jeudi font une pause estivale et on se retrouvera normalement le mardi 6 octobre pour une prochaine conférence. Merci beaucoup et à très bientôt. Bonne soirée. Merci à tout le Merci à monde. vous. Merci à À toi, Inser. bientôt. Merci.